Avec ses 105 décibels, une éolienne à pleine puissance est plus bruyante qu'une scie circulaire. Une fois implantée en pleine nature sans qu'aucune protection sonore ne soit possible, elle perturbe l'environnement immédiat de centaines de milliers de Français. Thomas Delaunay est docteur en acoustique, maître de conférences à l'Institut d'électronique et de systèmes de la Faculté des sciences de l'Université de Montpellier. Il nous expose les spécificités de la propagation du bruit et comment les méthodes de mesure actuelles font miraculeusement disparaître les bruits les plus gênants. Le protocole, on va dire, de réalisation d'une étude d'impact telle qu'on les voit dans les enquêtes publiques sont le résultat effectivement d'une simulation. Il y a un gros problème de fiabilité, vraiment très gros. C'est qu'effectivement aujourd'hui toutes les études d'impact, tous les modèles sont faits avec des sources ponctuelles, c'est-à-dire que c'est vraiment physiquement un point qui est mis à la hauteur du mât, à la hauteur de la nacelle, dont la puissance a été renseignée par ce qu'a donné le constructeur. Ensuite, pour faire les simulations, ils reprennent cette puissance d'émission acoustique de l'éolienne et disent que c'est un point source au niveau de la nacelle. Et c'est là, à mon sens, qu'il y a un gros défaut, c'est qu'en acoustique, pour qu'une source soit ponctuelle et que l'hypothèse d'une source ponctuelle soit valable, il faut que la dimension de votre élément qui rayonne soit petit devant la longueur de l'onde. Or, sur des éoliennes, c'est du bruit plutôt basse fréquence qu'on a, donc c'est des grandes longueurs d'onde, ça c'est une première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que quand on analyse le son d'une éolienne, c'est pas réellement un point source. En fait, le bruit de l'éolienne est majoritairement dû au passage de la pale devant le mât, et c'est globalement un rayonnement de la pale que vous pouvez avoir. Donc en fait, quand on prend la taille de l'émission sonore d'une éolienne, vous avez non pas un point source, mais vous avez 30 voire 40 mètres qui correspond à la taille de la pale. Si on prend le diamètre complètement, c'est deux fois ça. D'un point de vue modélisation, réduire une éolienne à un point source au niveau de la nacelle, pour moi c'est une erreur. C'est trop simplifié aujourd'hui dans les modèles. Sur le son, il y a deux grandeurs. Il y a la grandeur qui est la fréquence, qui est grosso modo c'est grave ou c'est aigu, pour caricaturer, et puis il y a le niveau d'intensité à laquelle le son y est, c'est fort ou c'est pas fort. Globalement aujourd'hui la notion de bridage est de dire qu'effectivement il y a un niveau de puissance en fonction de la vitesse de leur rotor. Voilà. Donc aujourd'hui il y a une gamme, le constructeur va dire voilà, pour une gamme de vent, c'est-à-dire de fréquence de rotation de mes rotors, j'ai tel niveau de bruit. Et puis ça en fonction de quand elles vont tourner, et plus elles vont tourner vite, effectivement plus le niveau de puissance va être élevé. Donc aujourd'hui les méthodes de bridage, c'est de dire si effectivement mon vent dépasse un certain seuil, les pales d'éoliennes vont tourner effectivement plus rapidement, faire plus de bruit, et effectivement selon mon étude d'impact, j'ai vu que là je pouvais dépasser, donc je bride mon éolienne pour qu'elle tourne à une vitesse moins forte et que le bruit soit moins élevé. Que si vous avez une éolienne qui tourne 2 fois moins vite, elle va produire 8 fois moins d'électricité. Donc c'est énorme. Donc si elle ne fait que déjà tourner que 2 fois moins vite, elle produit 2 MW divisé par 8. Voilà. Donc effectivement, les politiques de bridage, ça ne va pas aller pour eux, parce que si même ils les brident un tout petit peu, ça va tout de suite chuter en production électrique. Donc ils n'ont pas forcément aussi non plus un grand intérêt à le faire. Globalement, dans l'Europe, on peut même extrapoler ça à l'Europe, globalement elles tournent toutes quand on est sous anticyclone, et elles ne tournent pas beaucoup quand on est en toute dépression. Donc ça veut dire que si par exemple la France produit beaucoup parce qu'il y a ces éoliennes, elle ne va pas vraiment aller la vendre ailleurs, parce qu'ailleurs ils en ont produit aussi beaucoup. Donc oui. En termes de centralisation de réseau, ça coûte cher au final, parce que aujourd'hui ce serait effectivement c'est plus rentable aujourd'hui de faire des grosses centrales de production, ça coûte moins cher en termes de réseau. L'appareil auditif tel que le nôtre est un super capteur. On est un capteur qui est vraiment très fin. Le seuil de notre oreille, c'est 20 micropascales. Donc c'est vraiment des unités, des grandeurs qui sont vraiment très faibles. On a un éventail de mesures d'intensité de l'oreille qui est bien plus importante que la vue, quelque part. Notre récepteur auditif est très sensible, et du coup la moindre variation
on va les entendre. Voilà. Le bruit, et surtout à ces distances-là, il est très fortement conditionné par les conditions météo. Vous avez d'énormes variations en fonction des conditions météo, qui sont de l'ordre de peut-être 10 ou une dizaine de dB, c'est énorme. Effectivement, une éolienne peut sur l'année ne pas faire de bruit, c'est d'accord, mais elle peut 6 mois faire du bruit, 6 mois pas faire de bruit. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est bon, alors que pendant 6 mois du temps, vous allez être embêté. Pour moi, ces protocoles de Moyen-Âge ne sont pas judicieux parce que ça ne représente pas la gêne que vous pouvez avoir. Sur l'aspect acoustique, en fait, ils ont fait une discrimination de la population selon leur niveau d'exposition aux éoliennes, mais c'est un niveau d'exposition qui a été calculé, c'est pas du mesuré. Et donc dans l'étude canadienne, c'est ce qui s'est passé, ils ont fait une cartographie théorique. Et ils ont dit, voilà, les gens qui sont là, ils sont grosso modo à des niveaux de tant de dB d'exposition par rapport aux éoliennes. Et puis derrière, ils ont conclu les effets au niveau de la santé qu'ils ont mesurés par ailleurs. Mais effectivement, il y a quand même vraiment une importance qui est majeure. Mais c'est vraiment pas de l'ordre du négligeable. C'est-à-dire qu'à 1 km, 1 km et demi, vous pouvez avoir 10 dB d'écart de mesure, ce qui est énorme. Et si vous regardez également ce qui, moi, m'horripile également sur la loi, et ce que je trouve dommage qu'effectivement les projets de loi ne vont pas dans ce sens-là, c'est d'avoir dit qu'on ne recherchait pas les émergences jusqu'à 35 dB. Ça, pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration. Parce qu'en campagne, vous avez des niveaux de bruit qui sont largement en dessous de 35 dB. Très nettement. Mais votre éolienne, elle fait 34 dB, on dit que c'est bon. En résiduel, vous auriez 24, ça vous fait une émergence de 10 dB et on dit que c'est bon. Curieusement, elles sont à 35 et c'est donc la moyenne de toutes les mesures qui sont à 35. Encore une fois, c'est ces moyennes qui sont à 35. Ça veut peut-être dire que pendant 4 mois, elle va être à 4 mois sur l'année, elle va peut-être être à 40. Les autres 6 mois de l'année, elles vont être peut-être effectivement à 30. Ça fait une moyenne à 35 dB, on dit que c'est bon. Donc pendant toute la plage de période où elle a fonctionné à 40 dB, on n'a rien dit. Se baser sur un résultat médian ou même moyen, mais à partir d'échantillons qui ont une si grande plage de différence, pour moi, n'a pas de sens. Voilà. C'est ça qui est vraiment très choquant aujourd'hui dans le protocole de qualification, en tout cas, du bruit des éoliennes.